Bonjour les élèves. Alors, je vous fais une vidéo pour vous aider à réviser le système nerveux. Tout d'abord, qu'est-ce que le système nerveux? Le système nerveux permet de faire fonctionner tous les organes du corps et il permet également à notre organisme d'interagir avec son environnement. Alors, dans les premiers documents, nous avions vu que notre corps euh, peut recevoir des informations de l'environnement grâce aux organes des sens. Donc, il y a 5 organes des sens différents. L'odorat, grâce au nez, la vue, grâce à nos yeux, l'ouïe, grâce à nos oreilles, le goût, grâce à la langue, et le toucher, grâce à la peau. La plupart de nos organes des sens sont situés au niveau du visage, au niveau de la tête, tout simplement car ils sont plus proches du cerveau et que les informations pourront arriver beaucoup plus rapidement jusqu'à notre cerveau. Alors sur ce document, nous voyons des coureurs qui attendent le signal sonore du coup de pistolet pour démarrer, pour commencer leur course. Et une fois que le signal sonore aura été perçu par leur appareil auditif, on voit grâce à ce document-là qu'il va arriver au cerveau. En effet, un individu observe un objet à la partie arrière de son cerveau qui est en activité, ce qui veut dire que la partie arrière du cerveau permet d'intégrer, d'analyser les messages qui sont issus de notre appareil visuel, de nos yeux, et un individu écoutant un bruit, par exemple, a les parties latérales de son cerveau qui fonctionnent, ce qui permet de comprendre que les parties latérales du cerveau permettent d'analyser les messages reçus, les informations reçues par notre appareil auditif. On voit grâce à ce document que si nous sommes victimes d'un AVC, alors je vous rappelle, accident vasculaire cérébral, c'est un vaisseau qui se bouche dans le cerveau, entraînant donc le fait qu'une partie du cerveau ne soit plus alimentée en oxygène et en nutriments, ce qui fait que cette partie du cerveau ne pourra plus fonctionner. Et si cette partie du cerveau ne peut plus fonctionner, eh bien la personne aura un déficit au niveau correspondant à ce dont s'occupe la partie du cerveau. C'est-à-dire, par exemple, si on a un AVC au niveau de la partie arrière du cerveau, la partie donc qui s'occupe de la vision ne sera plus alimentée en oxygène et en nutriments, elle ne fonctionnera plus. Donc, une personne ayant un AVC peut soudain se retrouver avec aveugle d'un œil, aveugle des deux yeux. Ou elle peut, si l'AVC se situe au niveau des aires cérébrales qui sont sur le côté, elle peut perdre l'audition, ou alors perdre la mémoire, perdre l'équilibre, etc., etc. Donc, le cerveau va permettre d'analyser les signaux reçus par nos organes des sens provenant de l'environnement. Alors, comment le cerveau peut-il analyser les signaux provenant de l'environnement qui sont reçus par les organes des sens? Eh bien, tout simplement, nous pouvons le comprendre grâce à la dissection de poissons. On voit donc que les deux yeux sont reliés au cerveau par deux petits nerfs ici, qui sont des nerfs optiques. D'accord? Donc, les yeux perçoivent le signal lumineux, les oreilles perçoivent le signal sonore, et ces signaux sont reliés au cerveau par des nerfs. Le nerf optique pour les yeux, le nerf auditif pour les oreilles. Et on voit également ici que si un nerf ne fonctionne pas, par exemple dans le cas d'une tumeur au niveau d'un nerf optique ici, au niveau de l'œil gauche, nerf optique gauche, on voit que le patient perd la vue, voit moins bien l'œil gauche. Pourquoi? Tout simplement parce que son œil fonctionne bien. Il reçoit bien le message lumineux, mais ce message, enfin, il reçoit le signal lumineux qui sera transformé en message, mais ce message n'est pas transmis correctement au cerveau. Donc, le cerveau ne reçoit pas l'information et on a l'impression de ne pas voir, on ne voit pas. Donc, en conclusion, révisez bien ce schéma. Un organe des sens, plusieurs organes des sens, reçoivent des signaux de l'environnement, par exemple l'œil ou les oreilles. Ces signaux sont transformés en messages nerveux qui vont être transmis au cerveau. Alors, le nerf optique pour les yeux, le nerf auditif pour les oreilles, qui s'appellent des nerfs sensitifs tout simplement parce que ce sont des nerfs qui relient les organes des sens au cerveau. Donc, un message nerveux sensitif va être créé par les organes des sens
est transmis au cerveau et intégré, analysé par le cerveau qui va élaborer une réponse adaptée au signal qui a été reçu par les organes. Alors, si on parle de notre téléphone portable, donc quand on reçoit un appel téléphonique, la sonnerie du téléphone portable, c'est la stimulation extérieure, c'est le son. Elle est reçue par un organe sensoriel qui sont les oreilles, donc qui sont les récepteurs. Ces organes sensoriels, donc ces oreilles, vont créer un message nerveux sensitif, d'accord, et transmettre ce message sensitif au cerveau par l'intermédiaire d'un nerf sensitif qui est, dans le cas des oreilles, le nerf optique. Alors, donc, quand on reçoit un appel téléphonique, ce sont la plupart du temps, à part si on voit le portable s'allumer, mais ce sont la plupart du temps nos oreilles qui sont sollicitées. Alors, comment fonctionne l'appareil auditif? Eh bien, tout simplement, le son sous forme d'onde sonore va arriver au niveau du pavillon, de l'oreille externe, qui va concentrer les ondes et les faire entrer dans le conduit auditif. Donc, ces ondes se propagent dans le conduit auditif. Elles arrivent au niveau d'une petite membrane qui s'appelle le tympan. Au niveau de ce tympan, donc le tympan va vibrer, d'accord? Ce tympan est collé avec les 3 plus petits os du corps qui s'appellent le marteau, l'enclume et l'étrier. Ces 3 petits os du corps vont être mis en mouvement par le tympan. Donc, ils vont vibrer à leur tour, se transmettre les vibrations entre eux. Et l'étrier arrive au niveau de l'oreille interne, qui est la cochlée. Cette cochlée, vous voyez, c'est un organe qui est un petit peu en colline. Et à l'intérieur de cette cochlée, il y a des cellules ciliées qui vont être mises en mouvement, qui vont créer un message nerveux. Et ce message nerveux va se propager le long du nerf auditif jusqu'au cerveau. Alors, que se passe-t-il à l'intérieur de cette cochlée pour créer un message nerveux? Eh bien, à l'intérieur de la cochlée, c'est rempli par un liquide, d'accord? Ce liquide va être mis en mouvement grâce aux vibrations qui vont arriver de l'étrier qui va mettre le liquide de la cochlée en mouvement. Ces vibrations du liquide arrivent jusqu'aux cellules ciliées qui vont être mises en mouvement également. Ce mouvement va déclencher la création d'un influx nerveux, d'un message nerveux par les cellules ciliées qui va être rassemblé au niveau du nerf auditif et qui va être amené au cerveau. Le cerveau va analyser, interpréter toutes ces informations et élaborer une réponse adaptée aux signaux perçus provenant de l'environnement. Alors, la réponse adaptée, par exemple, dans le cas d'un téléphone portable qui sonne, ça va être d'élaborer un mouvement qui va permettre de répondre au téléphone. Donc, soit de se lever, de se déplacer pour aller chercher son téléphone, soit tout simplement de tendre le bras pour attraper son téléphone. Alors, dans ces documents-là, nous avions vu que certains organes sont très importants pour l'élaboration. Donc, dans ce document-là, nous avions vu que une personne qui a eu un accident et qui a eu sa moelle épinière abîmée se retrouve handicapée donc paraplégique. Ce qui veut dire que la moelle épinière est très importante pour la commande du mouvement. Dans ce document-là, c'est un autre problème. C'est une personne qui a eu une lésion au niveau du cerveau, d'accord, et qui maintenant est paralysée du côté gauche du corps, ce qui prouve également que le cerveau est très important dans l'élaboration de la commande du mouvement. Dans ce document-là, donc on parle d'une greffe des 2 mains qu'a subi une personne qui avait eu un problème, un accident du travail. Et on nous explique que pour que les 2 mains puissent fonctionner, pour que les doigts puissent se plier, que des mouvements puissent être effectués par les mains, eh bien, il faut relier les nerfs des mains avec les nerfs arrivant au niveau des bras, faire une suture afin que les mouvements puissent être effectués. Donc, les nerfs sont également très importants dans la commande, dans la transmission de la commande du mouvement. Alors ici, dans ce document-là, nous voyons donc une dissection et nous pouvons très bien nous rendre compte de l'organisation un petit peu de ce système nerveux.
Alors, si on repart des organes des sens, d'accord? Donc, qui sont situés au niveau de la tête. Alors là, on voit les yeux de la grenouille qui sont reliés au cerveau par les nerfs optiques. Le cerveau, lui, va analyser les messages sensitifs et va créer, va décider d'un mouvement. Donc, va créer un message nerveux moteur qui va permettre le mouvement, qui va être transmis à la moelle épinière, puis aux nerfs des bras, par exemple, dans le cas d'un mouvement des bras, ou aux nerfs des jambes, dans le cas d'un mouvement des jambes. Donc, vous voyez que cette moelle épinière, qui est protégée par la colonne vertébrale, est très fragile, car elle ne peut pas se soigner si elle a été endommagée. Donc, imaginons que quelqu'un ait un accident et qu'il ait la moelle épinière coupée au niveau du bas du corps. Le message moteur élaboré par le cerveau va pouvoir descendre le long de la moelle épinière, mais à l'endroit qui sera abîmé, il ne pourra plus, après l'endroit qui sera abîmé, il ne pourra plus passer. Donc là, par exemple, dans le cas de quelqu'un qui s'est abîmé le bas de la colonne vertébrale, le message ne pourra plus atteindre les nerfs et donc la personne ne pourra plus effectuer des mouvements au niveau de ses jambes, il sera paraplégique. Si par exemple la personne plonge dans une eau qui est très peu profonde et se casse l'épinière au niveau du cou, à ce niveau-là, au niveau du cou, eh bien, le message élaboré par le cerveau ne va plus pouvoir descendre en dessous du niveau du cou, donc il ne pourra même plus atteindre les nerfs des bras. La personne ne pourra plus se servir ni de ses bras ni de ses jambes. Elle sera tétraplégique, c'est-à-dire totalement handicapée. Alors, si on reprend depuis le début, la naissance reçoit des signaux provenant de l'environnement. Ces signaux sont transmis au cerveau grâce à des sensitifs, par exemple le nerf optique pour l'œil. Le cerveau va interpréter, analyser les informations et élaborer une réponse adaptée, par exemple sous la forme d'un mouvement. Cette commande de mouvement est transmise à la moelle épinière qui, le long de nerfs moteurs, soit au niveau des bras, par exemple lorsqu'on veut tendre le bras pour attraper notre téléphone portable, ou au niveau des bras, se déplacer, que notre téléphone portable est éloigné de nous, qu'il sonne, qu'on veut se déplacer, eh bien il va falloir donc effectuer un mouvement avec nos jambes. Alors, le rôle des messages nerveux sensitifs, donc c'est de transmettre un message nerveux sensitif à un centre nerveux. Les centres nerveux, ça va être d'élaborer la commande du mouvement en réponse à ce message nerveux sensitif. Le rôle des nerfs moteurs, eh bien, ça va être de transmettre jusqu'aux muscles par un message moteur. Et les muscles, c'est ce qu'on appelle les effecteurs du mouvement, car ce sont eux qui vont effectuer. Conclusion, les messages nerveux moteurs sont élaborés et transmis par les centres nerveux, le cerveau et la moelle épinière, jusqu'aux muscles qui sont les effecteurs du mouvement. Ils permettent de transmettre les messages nerveux, soit élaborés par un organe sensoriel et transmis à un centre nerveux, donc les messages sensitifs, soit élaborés par un centre nerveux et transmis à un organe effecteur, qui sont les muscles, par un message moteur. Voilà un petit exercice que je vous propose de faire. Donc, vous mettez pause et vous faites l'exercice pour vous entraîner. Alors, si on résume, il y a 3 structures principales qui constituent le système nerveux: le cerveau, la moelle épinière et les nerfs. Alors maintenant, de quoi sont constitués le cerveau, la moelle épinière et les nerfs? Si on fait un zoom dans le cerveau, dans la moelle épinière, dans les nerfs, si on les regarde au microscope, que va-t-on observer? Et bien, si on prend un morceau de moelle ou un morceau de cerveau et qu'on les regarde au microscope, on va observer des cellules en forme d'étoile qui sont interconnectées entre elles, qui sont connectées à plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers d'autres cellules. Et ces cellules, donc, qui sont des cellules car elles ont un cytoplasme, elles sont remplies par un liquide qui s'appelle du cytoplasme, elles sont délimitées par une membrane plasmique et elles ont un noyau. On voit bien le noyau au milieu. Ces cellules en forme d'étoile, interconnectées entre elles, s'appellent des neurones. L'organisation d'un neurone. Donc un neurone, il est une tête qui s'appelle le corps cellulaire.
À l'intérieur de ce corps cellulaire, il y a le noyau. Autour de ce corps cellulaire, autour de la tête, on a les cheveux, qui s'appellent des dendrites. Il est fait d'un long corps, sous forme de longues fibres nerveuses, qui s'appellent un axone. Et au niveau des pieds, il y a des terminaisons axonales avec au bout des boutons synaptiques. Alors, dans le cerveau, dans la moelle épinière, il y a des neurones. Le cerveau et la moelle épinière sont constitués de neurones. Donc, tout le long de la moelle épinière, il y a des neurones qui se succèdent les uns et les autres. Alors, comment va circuler le message nerveux le long de ces neurones? Donc, le long d'un neurone, c'est très simple. Le message nerveux circule le long de l'axone, mais ensuite, il va falloir que le message nerveux soit transmis d'un neurone à l'autre. Au niveau de ces connexions entre les neurones, entre les boutons synaptiques des neurones présynaptiques et les dendrites des neurones postsynaptiques. Et ces connexions-là s'appellent des synapses. Alors, comment fonctionne une synapse? Si on regarde une synapse au microscope, on voit du neurone présynaptique qui est là. Il y a des petites vésicules. Ces petites vésicules, c'est grâce à elles que le message nerveux va être transmis. Ces petites vésicules sont remplies de ce qu'on appelle des neurotransmetteurs qui vont permettre de créer le message nerveux dans le neurone postsynaptique. Voilà comment fonctionne une synapse. Donc, le message nerveux arrive au bout de l'axone, d'accord, sous forme de potentiel d'action. Donc, ce sont des influx nerveux. Les petites vésicules qui sont au bout de l'axone vont sortir, se retrouver à l'extrémité, vont libérer les neurotransmetteurs qui sont à l'intérieur. Les neurotransmetteurs se retrouvent dans la fente synaptique et sur le neurone postsynaptique se trouvent des récepteurs à ces neurotransmetteurs. Le fait que les neurotransmetteurs s'accrochent sur les récepteurs va créer un nouveau message nerveux dans le neurone postsynaptique. Donc voilà comment se transmet le message nerveux. Alors, dans la moelle épinière, dans le cerveau, les messages nerveux se transmettent de neurone en neurone grâce à synapse. Quand on arrive au bout du nerf, au niveau du muscle, et bien là, on va avoir des synapses entre le dernier neurone et le muscle. Ça s'appelle des synapses neuromusculaires et c'est au niveau de ces synapses que des tracteurs vont être également libérés et vont permettre la contraction du muscle afin de faire bouger notre squelette. Voilà dans le cerveau et dans la moelle épinière. Alors maintenant, si on regarde un nerf au microscope, eh bien on voit que dans un nerf se trouvent de longues fibres. Un nerf, en fait, c'est des centaines et des centaines de fibres protégées dans une gaine, à la manière d'une gaine électrique. Eh bien, ces fibres, ce sont les axones. Donc, un nerf, c'est un ensemble d'axones provenant de divers neurones. D'accord? Il va permettre de les protéger et de faire en sorte que le message nerveux se transmette rapidement et efficacement. Et là, on voit donc une synapse neuromusculaire donc, qui arrive au niveau de cellules musculaires. Alors, en conclusion, le cerveau est constitué de neurones, des cellules nerveuses. Le neurone est constitué d'un corps cellulaire contenant le noyau et de prolongements cytoplasmiques dont le plus long se prénomme axone. Les cellulaires sont situés dans les centres nerveux, cerveau et moelle épinière. Les neurones sont en relation les uns avec les autres au niveau des synapses. Ils forment un réseau complexe dans lequel circulent les messages nerveux. Il y a libération de messagers chimiques, les neurotransmetteurs, qui vont stimuler le neurone suivant, assurant ainsi la transmission du message nerveux. Alors voilà le schéma bilan. Premier à être stimulé, l'organe des sens. Il va créer un message nerveux sensitif qui va être amené au cerveau, donc par la communication nerveuse. Le cerveau va élaborer une réponse, par exemple, la commande d'un mouvement, et transmettre
le message nerveux moteur, donc qui va permettre le mouvement à l'épinière. Voilà, le message nerveux moteur se transmet par le nerf moteur jusqu'à l'organe effecteur du mouvement, qui est le muscle, qui va se contracter pour faire le mouvement. Alors, qu'est-ce qui pourrait perturber la communication nerveuse? Eh bien déjà, il existe des choses qui vont perturber nos organes sensoriels, qui vont les abîmer. Par exemple, le système auditif peut être abîmé lorsqu'on écoute des sons trop forts. D'accord? Alors pourquoi? Eh bien, quand on écoute des sons trop forts, les ondes sonores qui arrivent sont trop puissantes, les vibrations qui vont être transmises depuis le tympan par les osselets jusque dans le liquide de la cochlée vont être trop fortes, le liquide va vibrer trop fort, et donc les cellules ciliées qui sont dans le liquide et qui sont fragiles vont être arrachées par les trop fortes vibrations du liquide présent dans la cochlée. En sachant que nous avons à peu près 200 000 cellules ciliées à la naissance et que ces cellules ciliées ne se reconstituent jamais, nous avons un stock de départ qui petit à petit dans notre vie va s'amenuiser. Et si on écoute des sons trop forts dès notre plus jeune âge, on peut souffrir de surdité très tôt. Autres éléments qui peuvent perturber la communication nerveuse, ce sont l'alcool et les drogues. Alors, on va voir comment agissent l'alcool et le cannabis. Eh bien, déjà l'alcool. Alors, dans une synapse normale, vous avez sur le neurone postsynaptique des récepteurs aux ions chlore. Ils font passer quelques ions chlore dans le neurone postsynaptique pour diminuer son activité afin qu'il ne soit pas surexcité lors de l'arrivée du message nerveux. Quand nous buvons de l'alcool, les molécules d'alcool viennent se fixer sur les canaux à ions chlore. Ces canaux restent donc ouverts et donc beaucoup d'ions chlore vont pouvoir passer dans le neurone postsynaptique. Et ce neurone postsynaptique, ayant beaucoup d'ions chlore à l'intérieur, trop ralenti. La transmission du message va se faire donc de façon beaucoup plus lente. Et du coup, que se passe-t-il si elle se fait de façon beaucoup plus lente? Nos réflexes sont ralentis. C'est pour ça qu'il est interdit de boire lorsqu'on conduit, parce que quand on conduit, on a besoin d'avoir un système nerveux tout à fait fonctionnel, des réflexes rapides, au cas où un piéton traverse sans avoir regardé, au cas où une voiture grille un feu rouge, pour réagir rapidement à des situations urgentes. Alors, au niveau des synapses, les molécules d'alcool se fixent sur les canaux à ions chlore, les empêchant de se refermer. Beaucoup d'ions chlore traversent les canaux et se retrouvent dans le neurone ralentit son fonctionnement et donc la transmission du message nerveux. Les réflexes sont donc ralentis. Alors, il y a à peu près 0,25 g d'alcool par litre de sang par verre. 2 verres, ça va nous faire 0,5 g d'alcool par litre de sang. C'est la limite autorisée pour conduire. En sachant qu'il faut 1 heure pour éliminer 0,1 g d'alcool par litre de sang. C'est-à-dire que si on boit 2 verres, il nous faudra 5 heures au total pour éliminer la totalité de l'alcool bu dans ces 2 verres. Alors, pour les effets du cannabis, donc la substance active du cannabis, c'est le THC, tétrahydrocannabinol. Il se fixe sur le neurone présynaptique. Ça va entraîner une libération de neurotransmetteurs qui entraîneront à leur tour la libération d'une grande quantité de dopamine par le neurone postsynaptique. Et la dopamine, c'est un neurotransmetteur du bien-être, ce qui entraîne une sensation d'euphorie. Le problème, c'est qu'une personne qui se drogue, qu'elle prenne du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne, peu importe, va voir sa quantité libérée augmenter, d'accord, dans son système nerveux, ce qui va entraîner cette sensation de bien-être. Sauf que lorsque l'effet de la drogue va se dissiper, la quantité de dopamine va passer en dessous d'un seuil qui est le seuil du bien-être. Quand on se retrouve en dessous de ce seuil, d'accord, eh bien, on ressent un mal-être. Du coup, le sujet drogué va, une fois l'effet de la drogue dissipé, se sentir très mal et ressentir le besoin à nouveau de se droguer. Sauf qu'à chaque fois que l'effet de la drogue se dissipe,
la quantité de dopamine descend de plus en plus bas et il lui faudra des doses de plus en plus importantes de drogue pour se sentir bien. Voilà la dépendance, ce qui peut entraîner bien sûr des overdoses puisque le sujet drogué va augmenter de plus en plus la dose pour que la quantité de dopamine se retrouve au niveau de départ et donc cela peut entraîner la mort. En conclusion, l'alcool et les drogues perturbent le fonctionnement du système nerveux au niveau des synapses, ce qui modifie la perception de l'environnement et la commande du mouvement. Donc, si on prend notre chien, le système nerveux peut être perturbé par le bruit, qui va modifier la perception de l'environnement, par la fatigue également, dont on n'a pas parlé, mais qui modifie également la perception de l'environnement et la commande du mouvement, et par l'alcool et les drogues, qui modifient également la perception de l'environnement, ainsi que la commande du mouvement. Et en bonus, je vous présente quelques photos donc, de personnes droguées. Vous avez l'effet avant-après pour voir que la drogue agit non seulement au niveau des synapses, mais elle agit à plein d'autres endroits du corps, y compris au niveau de la peau, du visage et des organes internes. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. À bientôt!